Et le livre en lui-même, vous pouvez aller sur mon lien dans ma bio. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc on va commencer rapidement la lecture. Comme je vous ai dit, on va faire 1 heure, 1 heure et demie de live. Je pourrais pas rester trop tard. Mais bon, on va quand même terminer ce chapitre qu'on a commencé hier. Donc le chapitre sur l'accaparement, voilà. Donc l'accaparement de la mère, on l'a vu hier pour tous ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à aller écouter le live d'hier. Donc on a commencé la deuxième partie sur donc la part des autres, donc ce que les autres, donc les parents, le cercle familial nous transmettent et qui aussi conditionne un peu aussi la dépendance affective, quoi. Hop. Donc les replays sur ma chaîne YouTube, Madame Succès, Madame-du-bas Succès. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifs pour recevoir les lives. J'ai pas mis le live d'hier encore parce que c'était trop long, mais je vous le mets ce soir. Donc ce soir après le live, il faut juste que je le mette là sur YouTube, donc ça va aller vite. Après la lecture, je vous le publierai sur YouTube et je pense que demain, je vous mettrai le live d'aujourd'hui. Donc on va commencer la lecture. Donc comme je vous ai dit, l'accaparement. Donc on en est là, le Père omnipotent. Donc en gros, ce qu'elle explique dans ce chapitre, peut-être rapidement pour résumer, c'est que donc en fait, parmi les comportements des parents qui font que l'enfant va développer une dépendance affective ou une peur en fait de l'affection, donc une peur de la dépendance affective et donc par l'isolement, etc. On a l'accaparement de la mère. Donc c'est lorsque la mère en fait ne veut faire qu'un avec l'enfant, non pas par sécurité pour l'enfant ou par amour de lui, mais parce que en fait elle va tirer des bénéfices de cette relation, parce que elle va recevoir en fait ça va être comme une sorte de guérison, alors que ça n'en est pas une, mais l'idée c'est vraiment que la mère accapare l'enfant, lui le sollicite pour avoir des gestes d'affection, de l'attention, pour avoir une relation vraiment exclusive. Parce que la mère en fait a été blessée soit par son enfance, soit dans son enfance ou le long de sa vie, parce que en fait elle a des carences affectives elle-même et en fait elle va se servir de l'enfant, consciemment ou pas, attention, pour justement essayer d'aller combler ce vide affectif, en fait ces carences-là. Donc, alors, c'est conscient ou pas, c'est volontaire ou pas, elle précise bien que toutes les mères ne sont pas comme ça, que elle précise bien évidemment qu'on est tous humains et que en tant que parents, on a tous, en fait, comme on est humain, on a tous des qualités et des défauts et forcément, aucun parent n'est parfait. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience des comportements qu'on peut avoir à l'égard de son enfant, des demandes qu'on peut faire à son enfant, pour, en gros, analyser est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'enfant et notre relation. Et plus on est conscient, en fait, de nos mécanismes, de nos comportements, et plus on peut ensuite aller vers une forme de guérison, puisque l'idée c'est de ne pas perdurer dans ces comportements, ces mécanismes, et d'aller consciemment vers un autre chemin en fait. Voilà. Et donc par cet accaparement là, donc évidemment la conséquence c'est qu'il y a une sursollicitation de l'enfant, mais il y a aussi du coup en fait la mère aura tendance à écarter le père de son rôle paternel, parce qu'elle dit bien que une mère va concevoir l'enfant, va le faire naître,
mais ce sera une mère que si elle joue son rôle maternel. Et pareil, hein, le père qui est aussi géniteur, jouera son rôle paternel, son rôle de père, que si il endosse sa casquette paternelle. Et là où c'est hyper important en fait d'avoir cet équilibre entre le père et la mère, c'est qu'en fait le père va jouer ce rôle, donc elle explique de castration symbolique, c'est-à-dire qu'en fait le père va amener l'enfant à couper le cordon avec la mère pour en fait avoir une relation petit à petit avec le père sur les premières semaines, premiers mois et après tout le reste de sa vie. Et le père, en fait, c'est ce qui représente l'extérieur. Et donc, par la confiance et par l'amour et la sécurité que va lui transmettre le père, il va y avoir cet équilibre intérieur par la mère et extérieur qui va se faire. Sauf que quand la mère est omniprésente, et qu'elle veut avoir le contrôle absolu sur la relation qu'elle a avec son enfant, et de fait, le père est écarté de son rôle en fait. Voilà. Et donc après, ça crée des déséquilibres et du coup, là, on va lire le rôle du père, quoi. Voilà, j'ai essayé d'expliquer rapidement. Bon, évidemment, n'hésitez pas, voilà, vous pourrez écouter le replay d'hier et tout le reste du livre. Donc, comme je vous ai dit, hein, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous remonte le livre et on commence de suite la lecture. Donc, c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même, de Véronique Berger, qui est psychanalyste. Voilà. Hop. Ok, je regarde vos commentaires. Je fais des pauses de temps en temps pour regarder vos commentaires. Alors, donc le Père omnipotent. L'omnipotence manifeste une volonté de toute puissance d'une personne sur son environnement. Par un rapport d'assujettissement et de déni de la réalité profonde de l'autre, ainsi que par l'exigence de la satisfaction immédiate d'attentes impérieuses. Donc ça, on l'a vu, c'est aussi pour la mère. Hein. Donc là, c'est vrai que du coup, elle va parler aussi du Père omnipotent. Donc là, on a vu l'exclusion du Père. Et donc là, voilà, là, on passe à la mère. Enfin, de la mère, et là, on passe au Père. Ce fonctionnement psychique traduit un défaut d'intégration de la castration symbolique. De même, il laisse apparaître un fonctionnement relationnel sur le mode de l'accaparement, relié à la recherche d'assujettissement, façon de tenter de posséder ou de dominer l'autre. L'omnipotence paternelle peut prendre différents visages et modes d'expression. Donc là, en effet, comme je vous ai dit hier, on a vu pour la mère, et en fait là, donc on voit pour le père. Et donc on l'a vu, hein, l'idée de l'omnipotence, c'est vraiment d'avoir la main en fait sur l'enfant, qui soit en fait la mère et ou le père en fait vont ne pas reconnaître l'enfant pour ce qu'il est, avec ses besoins, ses émotions, sa personnalité. Et en fait, il va y avoir une sorte de contrôle sur l'enfant. Et du coup, l'idée de la castration symbolique, c'est aussi que l'enfant, petit à petit, en grandissant, va se créer sa propre personnalité, va créer ses propres expériences, va répondre à ses propres besoins par l'écoute que ses parents vont faire et lui-même. Et du coup, là, en fait, quand il y a un parent qui a ce rapport d'assujettissement et de déni de l'enfant, et bien forcément, en fait, il y a un défaut de castration symbolique, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, hein. Dites-moi s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, que je réexplique. Donc on en est là. De même, il laisse apparaître un fonctionnement relationnel sur le mode de l'accaparement, relié à la recherche d'assujettissement, façon de tenter de posséder ou de dominer l'autre. L'omnipotence paternelle peut prendre différents visages et modes d'expression. Donc ça, on l'a lu. Le père-mère. Tout d'abord, la figure du père omnipotent peut se manifester sous les traits du père, prenant la place de la mère. Nous ne sommes pas ici dans la situation d'un père qui seconde sa partenaire dans son rôle de mère.
mais dans une situation d'accaparement de l'enfant par un père qui monopolise la relation de soins, d'affection et de présence physique à l'enfant en se substituant à la mère. Cette substitution peut s'exercer soit en empêchant la mère d'occuper sa place, sous le couvert de bonnes intentions. Tu es trop fatigué, tu travailles beaucoup, tu dois t'occuper des autres enfants, etc. Soit en la disqualifiant. Tu ne sais pas t'y prendre. Soit encore en occupant une place laissée vacante par la mère en difficulté, plutôt que de l'aider à trouver sa propre place. Dans la situation à 3 que représente le triangle père-mère-enfant, le père peut se sentir jaloux, craindre d'être le tiers exclu et tenter alors de faire couple avec l'enfant en plaçant la mère en position d'intrus. Ce scénario signe la présence de conflits oedipiens non résolus chez le père. Donc le complexe d'Œdipe, vous en avez peut-être entendu parler, par Freud, ça consiste en l'amour de l'enfant par son parent de sexe opposé et en un sentiment de rivalité envers le parent du même sexe. C'est l'exemple de la petite fille qui veut se marier avec son papa et exclure la mère rivale, ou du petit garçon attaché à sa maman et jaloux du père. Donc là, je vous lis tout ça, le bas de page. Le sentiment d'amour peut également s'adresser aux parents du même sexe et les sentiments hostiles envers le parent du sexe opposé. On parle alors d'Œdipe négatif ou inversé par opposition à l'Œdipe positif. Cet ensemble de sentiments amoureux et hostiles connaît son apogée environ de la 3e à la 5e année de l'enfant, puis entre dans une phase de latence jusqu'à la puberté, période à laquelle les conflits oedipiens sont activés, avant d'être finalement surmontés et dépassés par l'intériorisation de l'interdit de l'inceste et l'identification aux parents du même sexe. Lorsque l'Œdipe n'est pas suffisamment résolu, les conflits qui en résultent ressurgiront à l'occasion de situations réveillant les blessures ou désirs oedipiens, notamment lorsque le trio se forme dans la relation amicale, familiale, professionnelle. La scène triangulaire se remet en place avec, dans ce scénario fantasmatique, la quête de la place d'élu et d'un rival à exclure. Voilà. Donc ça c'est le scénario. Donc voilà, donc on l'a vu, et ce scénario signe la présence de conflits oedipiens non résolus chez le père. Vous voyez, à chaque fois, en fait, en tant que parent, on est... en fait, si on n'a pas réglé ces conflits internes, les relations avec ses parents, si on n'a pas fait un peu le ménage, on risque en fait de reproduire certaines choses. Alors évidemment, voilà, tout n'est pas, comment dire, il faut savoir faire la part des choses, mais en tout cas, voilà, il faut quand même se questionner sur l'enfance que l'on a eue, le rapport à nos parents, le rapport que l'on a avec nos propres enfants, etc. L'accaparement peut également trahir l'existence de sentiments envieux du père envers la place de la mère. Enfin, prendre la place de la mère peut aussi révéler la présence d'un fantasme d'auto-engendrement chez le père, se considérant fantasmatiquement comme le seul géniteur et niant l'existence de sa cogénitrice. Ce fantasme signe, lui aussi, un défaut d'accès à la castration symbolique. Donc, ça signe un défaut d'accès par l'enfant à la séparation de la mère et de l'enfant, puisque là, c'est aussi avec le père, puisqu'il souhaite, en fait, il a un fantasme de remplacement où il veut être à la place de la mère, quoi. L'accaparement par le père de la place maternelle s'avère particulièrement nuisible pour l'enfant, privé et coupé de sa mère. Non seulement l'accès à la castration symbolique se trouve barré pour l'enfant, capté par un père symboliquement non castré, mais la figure bicéphale qui en émane sera facteur d'angoisse et de confusion des identités père-mère, ainsi que des sentiments amour-haine.
En effet, le père apparaîtra à l'enfant d'abord sous les traits de la figure maternelle, puis sous celle du rival, destructeur, puisqu'il empêche l'accès légitime à la mère. Pour Monique Schneider, les bras d'un tel père ne sont plus le lieu de refuge, mais lieu de suprême danger. Toutefois, à l'image de l'accaparement des mères symbiotiques, cette forme d'omnipotence ne parvient pleinement à s'exercer qu'avec la complicité de l'autre parent, et ici la mère. Cette complicité peut être active, par le détournement et le désintéressement de la mère envers son enfant, ou passive, par sa démission face à l'emprise paternelle, son indisponibilité ou par son inaccessibilité. Parce qu'aux prises avec la maladie, d'un deuil ou d'une dépression par exemple. En outre, l'omnipotence n'existe ici que par une volonté, souvent niée, d'accaparer l'enfant et la place de la mère, et non dans des situations où le père se trouve réellement seul à veiller sur l'enfant, dans le respect des sentiments de l'enfant pour sa mère. Donc on voit que, toujours pareil, hein, ça peut être conscient ou inconscient, et parfois en fait comme on le voit en fait, ça se fait aussi parce que la mère ne va pas exercer son rôle maternel auprès de l'enfant. Donc comme il y a un vide et que la nature a horreur du vide, c'est le père qui va remplacer, consciemment ou pas, la mère. Voilà. Qu'elle soit disponible ou pas consciemment, parce que comme on le voit, donc elle peut avoir une maladie, elle peut vivre un deuil, une dépression, et donc de fait, elle ne sera pas capable de pouvoir s'occuper de son enfant, et donc le père va va exercer un rôle entre guillemets de père-mère. Mais ça peut être aussi le fait que le père souhaite consciemment s'accaparer son enfant, ses enfants, et délégitimer la mère, en fait, ne pas penser qu'elle est capable de pouvoir élever son enfant. Voilà. Et donc, voilà. Donc on l'a vu, hein, du coup, ça crée un sentiment d'amour-haine, puisque l'enfant, au début, il va aller chercher cette figure maternelle chez le père, puis il va se rendre compte qu'en fait, non, en fait, c'est sa mère qu'il veut, puisque, en fait, c'est les deux. Il faut un équilibre. Et c'est là où, en fait, il va y avoir une haine qui va se créer, puisqu'en fait, euh, j'ai aimé une personne, mon père, qui, en fait, ne m'a pas laissé la possibilité d'avoir un amour maternel. Ça, c'est quand c'est conscient. Quand c'est inconscient parce que la mère est inaccessible, enfin, quand c'est de fait parce que la mère, elle est inaccessible, voilà. Mais il y a quand même cet état-là qui se crée, quoi. L'adolescence, confrontation et remaniement. Une autre forme de l'omnipotence se présente sous les traits du père jaloux et rétenteur de ses privilèges paternels. Comme tout parent, le père a des droits, dont celui d'être respecté, et des devoirs, notamment d'aider et de soutenir son enfant dans sa construction. Sa place est tout aussi essentielle que celle de la mère, et sa fonction est déterminante pour l'accession de l'enfant à son individuation. Cependant, et tout comme la mère, son positionnement et ses rôles ne sont pas immuables, mais évoluent nécessairement au fil de la croissance de l'enfant. Les parents s'adaptent et adaptent leur comportement selon l'âge et les capacités de leur progéniture. On n'exigera pas la même chose d'un enfant de 5 ans que celui de 13 ans, de même qu'on accordera davantage de responsabilité et d'autonomie à ce dernier. Cette évolution des parents dans leur positionnement initie accompagne et encourage l'enfant dans sa propre évolution. En cela, les parents l'incitent à grandir, œuvrent pour son autonomisation et le préparent progressivement à son entrée dans sa vie d'adulte. L'adolescence constitue une période charnière entre le monde de l'enfance
et l'accès à la majorité. C'est un temps de changement important, tant pour l'enfant que pour ses parents. Par les réaménagements corporels, psychiques, affectifs et comportementaux qui adviennent. L'adolescent revendique son indépendance, affirme sa personnalité et effectue progressivement sa séparation psychique et physique d'avec ses parents. Cela implique pour ces derniers le recours à un délicat dosage de rigueur, à ne pas confondre avec rigidité, et de souplesse, l'ancrage d'un lien de confiance et le remaniement de leurs investissements vis-à-vis de leur enfant. Ainsi, la mère doit accepter que son fils se tourne vers d'autres objets d'amour qu'elle-même. Elle doit reconnaître et encourager sa fille dans son statut de femme en devenir. De même, le père doit transformer son regard sur son fils pour l'investir comme homme en devenir et renoncer à garder sa fille dans le giron paternel. Lorsque l'un des enfants s'est fixé dans un rapport d'accaparement à son enfant, ce temps de l'adolescence devient invivable pour le jeune, en révolte contre l'emprise parentale, ou à l'inverse, inhibé par elle, et pour le parent barricadé dans son refus de voir son enfant lui échapper. Cette période met tout particulièrement en difficulté le père omnipotent. Généralement, cela se traduit par un renforcement ou une rigidification de sa place de père, indétrônable. Par ce positionnement, il signifie à son enfant un interdit à quitter le joug paternel et donc à accéder à sa place future d'homme ou de femme adulte et libre. Père et fille, la réactivation de conflits oedipiens. Mais si la finalité reste la même, les moyens peuvent différer selon que l'on se trouve en présence de la relation du père à la fille et du père au fils. Envers la fille, le père accapareur a très tôt nourri des sentiments d'exclusivité qui, à l'adolescence, vont s'intensifier. La transformation physique et psychique de la fillette en jeune fille va notamment raviver les attentes et les conflits oedipiens restés suspendus chez la fille durant la période de latence et irrésolus chez le père. Celui-ci, loin d'aider sa fille à les surmonter et les dépasser, va s'opposer à ses tentatives d'émancipation, vécues par lui comme une perte de contrôle et d'exclusivité sur son enfant. Ainsi, le père va interdire ou encadrer de façon excessive les sorties, s'octroyer un droit de jugement sur les amis, condamner ou railler les velléités de coquetterie de l'adolescente, ou bien encore lui signifier l'obligation de se consacrer exclusivement à son travail scolaire. Par tous ces agissements, attitudes et paroles au quotidien, le père adresse à la fille l'injonction tacite de rester la petite fille de papa, et lui confisque sa liberté et son droit de se tourner vers d'autres figures, notamment masculines. Ces autres, mis fantasmatiquement en place de rivaux, ne sont pas les bienvenus. Donc là, je répète, on est dans l'accaparement, ok ? C'est vraiment quand le père accapare l'enfant. Face à la position autocratique et possessive du père, la fille peut tenter de se rebeller. Dans ce cas, de violents conflits père-fille éclatent et vicient le climat familial. Quand, pour échapper à l'envahissement paternel, la jeune fille quitte la maison familiale, elle emporte avec elle un lourd fardeau de culpabilité et d'un vécu oedipien resté à vif. Pointe alors le risque que le lien aliénant de dépendance affective de l'enfance marque de son empreinte ses relations amoureuses ultérieures. Se séparer en étant quitte et en paix rend libre. Se quitter dans la discorde et les ressentiments aliènent la liberté de chacun et empêchent une vraie séparation. Parfois, la voie de la rébellion reste impossible en raison de la démesure des représailles,
réelle ou crainte, ou de la fixation de la fille au père. Les réponses peuvent par exemple emprunter la voie de comportements addictifs ou retentir dans l'échec de la vie amoureuse. La fille restée liée au père risque de se tourner inconsciemment vers des partenaires qui ne doivent et ne peuvent rivaliser avec la figure paternelle. Son choix peut alors se porter vers des partenaires plus investis, comme amis ou frères, qu'en tant qu'homme, ou vers des personnes qui ne pourront que la décevoir. Elle peut encore trouver refuge dans la frigidité. Quoi qu'il en soit, tendresse et sensualité ne peuvent se rencontrer. Père et fils, une rivalité insupportable. La volonté paternelle de conserver une position prééminente peut également s'appliquer au fils, en particulier quand la maturité du jeune homme se dessine et vient sonner le glas de la place de petit garçon, qui jusque-là ne menaçait pas celle du père, mais au contraire confirmait celui-ci dans sa place et son sentiment de chef du clan. Comme la figure paternelle de Joseph le symbolise, la croissance du fils appelle en écho un retrait progressif du père de la place prééminente et exclusive d'homme de la famille. Il lui revient d'en élargir le cercle au fils et de le laisser accéder légitimement à son statut et à sa vie d'homme. De même, l'image idéalisée du père doit s'estomper et laisser le pas au père réel, permettant ainsi au fils de rivaliser avec son modèle, voire de le surpasser, ou de le contester pour ouvrir la voie à d'autres choix. Rester dans la figure du père mythique renvoie en effet au garçon l'image d'un père imbattable et l'entrave dans ses possibilités de se mesurer à lui et de s'affirmer. Permettre au fils de grandir pleinement et l'aider à accéder à sa place d'homme implique donc chez le père une qualité de discrétion dans sa présence attentive et réelle à son fils. Or, chez le père jaloux et rétenteur de ses prérogatives, cette qualité est absente, car antinomique avec sa volonté d'omnipotence. La saine concurrence père-fils n'a plus voix au chapitre et les rapports de rivalité s'inversent. Ce n'est plus le fils qui rivalise avec son père, mais le père qui rivalise, jalouse et envie le fils. Ce positionnement trahit là aussi le non-dépassement pour le père de ses conflits oedipiens infantiles. Le fils prend figure de tiers rival menaçant sa place d'élu. Et une lutte contre l'angoisse de castration par une revendication de toute puissance. Dès lors, injonction est faite au fils de ne point rivaliser et de rester sous l'omnipotence paternelle. Cela peut se traduire sous diverses formes, comme la banalisation des réussites du fils, ou pire, leur dénigrement, une attitude d'infantilisation, ou encore l'attente de l'accomplissement des vœux grandioses ou irréalisables du père. Le fils, confronté à l'échec, répondra ainsi à la demande inconsciente de son père de le confirmer dans cette image d'homme indépassable. Pour les fils, grandir auprès de tel père relève du défi. L'édification des sentiments de confiance en soi, d'estime de soi et d'autonomie s'en trouve altérée. Partagés entre leur désir légitime de vivre leur vie d'homme à part entière et leur loyauté envers le père grandiose, les fils doutent, se mésestiment et rechignent à assumer leur place d'homme. À l'inverse, la révolte peut aussi gronder, mais la rivalité interdite laisse néanmoins son empreinte de culpabilité et de ratage. Fils raté du père grandiose. C'est malheureusement le sort dans lequel certains de ces pères enferment leurs fils. Il leur faut alors une bonne dose de courage et de désir et de foi en la vie, ainsi que l'appui sur d'autres figures plus étayantes pour refuser ce diktat. Quelle que soit
les formes d'omnipotence paternelle, il s'en dégage une figure de père tyrannique qui cherche à imposer sa volonté de toute puissance à son environnement familial et dans tous les cas commet un abus et un détournement de pouvoir en ravissant une place qui n'est pas réellement sienne et en dépossédant l'enfant, et plus encore l'adolescent, parfois aussi la mère, de leurs droits et places légitimes. Une troisième et principale modalité d'accaparement parental se manifeste sous les traits du parent fragile. Cette modalité n'exclut d'ailleurs pas les deux précédentes et peut même s'y relier étroitement. Par exemple, une mère malheureuse crée souvent une relation de type symbiotique avec son enfant car elle cherche en lui consolation et réparation. Un père immature ou fragilisé par une enfance douloureuse peut chercher, à travers une position d'omnipotence, réassurance et valorisation auprès de l'enfant. Alors je fais une pause, je vous montre le livre qu'on est en train de lire. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc je regarde les commentaires. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci Alain. Voilà. Ok. Vous avez les replays des lectures précédentes sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Vous pourrez écouter tous les chapitres d'avant. Alors je continue, donc voilà, on va terminer le chapitre ce soir et ce sera la lecture qu'on fera. Donc le parent fragile. La fragilité du parent peut prendre divers traits. J'en citerai quelques-uns. Le parent atteint par la maladie, le parent endeuillé, dépressif, malheureux, sacrifié ou encore alcoolique. De la fragilité au vide. Cependant, la fragilité d'un parent ne suffit pas à elle seule pour instituer une relation d'accaparement. Un parent gravement malade ou endeuillé n'enfermera pas pour autant son enfant dans ce mode de relation. Il pourra au contraire se montrer soucieux de lui et veiller à ce que ses souffrances lui soient le moins préjudiciables possible. Ce qui accapare l'enfant et l'installe dans un lien de dépendance nocive tient spécifiquement à la mission de réparation ou de sauvetage dans laquelle il se trouve au regard de son parent fragile. Cela tient également à l'attitude même du parent, sollicitant l'enfant au-delà de sa place et de ses facultés réelles. Ainsi, la fragilité réellement préjudiciable à l'enfant ne relève pas tant des événements qui affectent le parent que de sa propre fragilité psychique et affective, ainsi que du caractère durable de cette fragilité. Le fardeau pèse lourd sur les épaules de l'enfant et entrave son propre développement psychique et affectif. Plus il sera précocement sous influence d'un parent fragile, plus il sera difficile d'accéder à sa propre autonomie. Ainsi, un bébé en présence dès sa naissance et même in utero d'une mère dépressive se trouve confronté à l'expérience d'un vide ou d'une absence de retour, altérant sa capacité à se sentir exister et réel. Du regard de sa mère, miroir où le bébé se voit lui-même, aucune image vivante n'émane. Seul le vide du regard se déploie, renvoyant à l'enfant son propre vide. On constate d'ailleurs chez bien des bébés de mères dépressives leurs efforts désespérés pour les ranimer et lorsque cet effort s'avère irrémédiablement vain, leur entrée à leur tour dans la dépression. Dans un poème intitulé « L'arbre », D. Winnicott dépeint de façon éloquente et bouleversante ce vécu lourd et désespéré de l'enfant aux côtés de sa mère dépressive. Mère en dessous pleure, pleure, pleure.
Ainsi l'ai-je connue, autrefois allongée sur ses genoux, comme maintenant sur l'arbre mort. J'ai appris à la faire sourire, à endiguer ses larmes, à réparer sa culpabilité, à soigner sa mort intérieure. La rendre vivante était ma vie. Comme Winnicott le décrit, et en témoigne à partir de sa propre expérience, la préoccupation première et essentielle pour ces enfants est de ramener leur mère à la vie et de la sauver. Ceci suppose alors qu'ils se retranchent de leurs propres besoins et désirs pour se consacrer tout entier à la mère naufragée. Afin de la protéger, l'enfant va très tôt inhiber sa propre agressivité instinctuelle. Le défaut d'accès à son agressivité et d'expérimentation de la capacité maternelle à y survivre l'enferme dans une culpabilité nocive et persécutive. Cela l'aliène, ainsi dans un lien de dépendance dense et interminable à sa mère qui ne parvient pas à guérir malgré tous ses soins. Il se trouve alors empêché ou pour le moins entravé dans la construction de son identité propre, de son unité et de son autonomie. L'enfant, vampirisé par la fragilité de son parent, dépressif, malheureux, sacrifié, souffrant, etc., reste capté par le désir impérieux de le combler ou de le réparer, et pris dans le lien fusionnel et de cramponnement qui s'installe et perdure au fil des années. Mais cette captation n'acquiert toute sa force qu'avec l'attente démesurée de soutien que le parent signifie à l'enfant. Le parent fragile exerce alors, plus ou moins inconsciemment, une véritable emprise sur son enfant. Il devient très difficile pour ce dernier de se dégager de cet accaparement, par crainte de trahir ou d'abandonner son parent. Sollicité dans une mission de réparation interminable et vaine, l'enfant, sans cesse ramené au spectacle de son parent malheureux, est tout à la fois renvoyé à son impuissance et à une intense culpabilité. Françoise Couchard dénonce le terrorisme de la souffrance, ainsi que le chantage affectif exercé par les mères douloureuses ou sacrifiées. L'enfant au secours de son parent. Nombre de témoignages exposés dans cet ouvrage attestent pour ces personnes de la présence, au fil de leur enfance, puis de leur adolescence, et parfois plus, d'un parent fragile à leur côté. Marthe a longtemps été envahie et ligotée par la vie de fille, puis de femme sacrifiée de sa mère. Jeanne, dès sa conception, a été en contact avec une mère accablée par la maladie de son aîné. Elle a ensuite grandi aux côtés de sa mère endeuillée, négligée par son mari et sa belle famille, puis atteinte à son tour par une maladie incurable. Iris, de son côté, a profondément souffert de la grande indisponibilité de sa mère, au destin malheureux, assujettie à des hommes violents, père et mari, puis envahie par la maladie et d'intenses souffrances. Antoine, lui, a été accaparé par sa mère enfermée dans la plainte et la demande d'attention et de soins exclusifs à elle. Camille, pour sa part, a été la fille confidente, comblante et toute dévouée à sa mère victime d'un mari dictateur. Laure a grandi dans le souci constant de protéger et garder sa mère affectée par sa vie de couple et brandissant la menace de quitter le foyer familial. Anaïs, enfin, s'est oubliée pour alléger le fardeau de sa mère esclave d'un mari despote et miné par la crainte des ragots. Dans les différents exemples cités ci-dessus, nous pouvons entrevoir la fragilité psychique du parent, mais aussi le rôle actif ou passif de l'autre parent dans l'abandon de l'enfant aux parents fragiles. Winnicott, là aussi, en a personnellement témoigné en parlant de son père toujours très pris et qui, par son indisponibilité, lui déléguait secrètement la mission
de s'occuper de sa mère malheureuse. J'ai présenté au fil de ces passages différents modes d'accaparement de l'enfant par son ou ses parents. Quelles que soient les modalités, le parent accapareur sollicite l'enfant pour ses propres fins et non dans l'intérêt de ce dernier. 3 éléments que je qualifierais de pervers lestent et empoisonnent particulièrement ce mode de relation. En premier lieu, l'aveuglement et la surdité du parent, engendrant le déni de la réalité de l'enfant et du don de lui-même. D'autre part, l'idéologie parentale et mensongère selon laquelle tout cela est fait par amour et pour le bien de l'enfant. Enfin, l'enfermement de l'enfant dans le lien de dette et de culpabilité au nom du don ou du sacrifice porté par son parent. Attitude qu'Alberto Heiger qualifie de tyrannie blanche. 2 autres aspects caractéristiques apparaissent également, le règne de la parentification et celui de l'emprise. Donc on va voir là, je vous remonte le livre. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc on le voit sur les 3 éléments, pour pas revenir sur tout, mais on voit bien que là, en fait, parmi tous les comportements des parents, ce qu'elle explique, c'est vraiment que, en fait, les points communs, c'est la fragilité psychique du parent, puisqu'il est en carence, il est en demande, il est en demande auprès de l'enfant, en fait, de combler un vide, une détresse, un malheur, un état dépressif, souffrant, etc. Donc, à travers l'enfant, il va y avoir cette demande qui va être faite de combler tout ça. Ça peut être le ou les parents, parce que ça peut être tout à fait les deux. Et si c'est un parent, en fait, cet accaparement, il va être encore plus appuyé par l'autre parent qui va finalement démissionner de son rôle de parent, volontairement ou pas, mais en tout cas, il va y avoir une absence. Et donc, ça appuie encore plus ce rôle qu'on va donner à l'enfant, de répondre sans cesse aux besoins du parent. Et là où du coup elle explique en fait qu'il y a des éléments pervers, en fait des comportements, ça peut être des dires, des comportements, et là on est vraiment dans le pervers, c'est qu'en fait on va du coup donc en fait le parent il va être il ne va pas vouloir reconnaître son comportement. Donc il va être aveuglé, il va, surdité du parent dans son comportement et dans les demandes qu'il fait sans cesse, les sollicitations qu'il va faire auprès de l'enfant. Et donc, il y a aussi ce déni de réalité de l'enfant, puisque du coup, en fait, quand on nie l'enfant dans ce qu'il est, dans sa réalité, on le nie en tant qu'humain. Donc on va nier ses besoins, son existence, le fait qu'il faille répondre à tous ses besoins en tant que parent. Et comme en fait on est aveuglé, le parent est aveuglé par ce besoin-là de remplir en fait tous ces manques d'affection, etc. En fait il va nier la réalité de l'enfant qui lui aussi a besoin d'avoir des parents présents. Il y a aussi du coup l'idéologie parentale dans le sens où en fait on t'accapare, on le fait. En fait, le parent justifie son comportement d'accaparement par l'amour en disant mais voilà, si je te demande ça, si je t'en demande autant, c'est par amour, c'est parce que je t'aime. Donc on reporte sur l'autre en fait finalement la cause de tout ça, par amour et pour le bien de l'enfant. Si je le fais, c'est pour ton bien. Si je suis aussi présente ou présent, si je t'empêche de faire telle ou telle chose, si je t'empêche de vivre ta vie d'adulte ou de découvrir en tout cas ta vie d'adulte grâce à l'adolescence, etc., c'est pour ton bien. Alors que non, en réalité, c'est parce que le parent a besoin de combler le vide, en fait.
Et le dernier, c'est le lien de dette et de culpabilité. Et donc là, en fait, c'est dans l'idée de se dire, en fait, en tant que parent, je me sacrifie pour toi. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Et donc, en fait, l'enfant va grandir avec une sorte de culpabilité d'exister, d'être là, d'avoir des besoins. Et en fait, l'enfant n'est pas reconnu dans cela parce que du coup, il y a cette idée que si je te donne, tu es obligé de me donner. Et en fait, voilà, donc il dit tyrannie blanche. Voilà, il qualifie ça de tyrannie blanche. Et blanche, je pense, parce que en fait, on n'est pas dans une tyrannie claire, mais c'est sous-entendu en fait. Voilà. Et donc là, on va voir deux autres aspects, la parentification et l'emprise. Donc la parentification, c'est quand on place l'enfant dans un rôle de parent, on l'empêche de vivre sa vie d'enfant, voilà. Et l'emprise, on va voir du coup comment elle explique ça. Donc je vous remonte le livre. Voilà, n'hésitez pas, je regarde vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous voulez voilà, dire des choses, compléter, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà, je remonte un petit peu, je regarde. Voilà, de rien pour la lecture, hein. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous. Voilà, donc je continue. Alors, je regarde juste. Voilà, il nous reste que quelques pages, après on a fini la lecture pour ce soir. Donc, et les replays des lectures, vous les avez sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc, parentification et emprise. La relation d'accaparement montre combien les parents peuvent mobiliser chez l'enfant, dépositaire privilégié de leur angoisse, deuil inachevé et idéaux, ses ressources pour le secourir, parfois à un point tel que celui-ci développe une maturité excessive et se trouve en place et rôle de parent de ses parents. Donc là, on voit que l'enfant, en fait, c'est vers lui que le parent va se reposer et c'est lui qui va recevoir les angoisses du parent, le sentiment de deuil inachevé, les idéaux, voilà, toutes les projections du parent vont être mises sur l'enfant. Et donc, l'enfant va se sentir obligé de mobiliser des ressources pour sauver le parent. Et parfois même à tel point, dans certaines situations, que en fait, l'enfant n'aura pas la possibilité d'avoir ce comportement enfantin, un peu idéaliste, de rêver, de se créer sa propre identité, et va créer en fait une maturité excessive puisqu'il va être ramené à une réalité dure du parent. Et le parent va même pousser l'enfant à exercer un rôle de parent auprès de ce parent même, puisqu'il va devoir répondre à des problématiques d'adulte, en fait. Et va devoir répondre aux angoisses du parent, voilà, à toute cette souffrance-là, quoi. Voilà. Et donc, c'est ce que l'on identifie sous le terme de parentification. 3 éléments majeurs le caractérisent. Donc l'enfant est sollicité au-delà de ses véritables compétences, y compris psychiques. Cette sollicitation s'inscrit dans la durée et non pour une période transitoire, et elle est doublée d'une absence de reconnaissance qui se traduit par une attitude de disqualification, d'insatiabilité ou d'ignorance des parents pour ce que l'enfant donne. Donc, on va demander à l'enfant des compétences qu'il n'a pas, puisque c'est un enfant, donc de répondre à des besoins au-delà de ses compétences. La sollicitation, elle va se faire sur une longue période et le parent va nier en fait cette sollicitation et va nier en fait cette demande qui est excessive, cet accaparement, et ne va pas reconnaître en fait que du coup en fait ne va pas reconnaître les compétences de l'enfant et le rôle que le parent lui demande d'exercer, quoi.
L'enfant sacrifié. On assiste alors à une inversion des places, des rôles et des responsabilités entre parents et enfants, ainsi qu'à un déséquilibre entre ce qui est donné et reçu par le parent, par l'enfant. En effet, celui-ci donne bien plus qu'il ne reçoit, et à l'inverse, ses parents reçoivent bien plus, et sans reconnaissance, qu'ils ne donnent. En outre, l'enfant qui doit soigner ou prendre en charge affectivement et psychiquement ses parents se trouve en même temps en place d'enfant sacrifié. Le déni de la réalité de ce qu'il vit et donne conduit en effet soit à le mettre en place de bouc émissaire, parce que désigné comme l'enfant insatisfaisant ou fauteur de troubles, soit à en faire un enfant lisse et sage qui ne se plaint jamais, privé de son enfance et de son droit à être enfant. Donc là, désigné comme enfant insatisfaisant ou fauteur de troubles, c'est parce que l'enfant va communiquer sur sa personnalité, ses besoins, et comme ça correspond pas aux besoins du parent et qu'il n'est pas dans ce rôle d'enfant sacrifié, sauveur, on va le désigner comme un enfant fauteur de troubles en fait. Alors qu'en réalité, il est juste enfant. Dans son film « De battre mon cœur s'est arrêté », Jacques Audiard illustre remarquablement ce lien de parentification unissant le fils, héros du film, à son père alcoolique, immature et en perdition. Tous les ingrédients sont présents et représentés. Le fils, en rôle permanent de sauveur, de sauver son père au risque de se mettre en grand danger. L'ingratitude, l'insatiabilité et la disqualification constante du père envers le fils. Le chantage affectif et la culpabilisation exercée par le père devant toute tentative d'opposition du fils. La relation piégée et sans issue dans laquelle le fils se débat. Les effets induits par ce mode de relation parent-enfant sont particulièrement nocifs et destructeurs. Tout d'abord, l'enfant va développer un fort sentiment de culpabilité puisque le parent n'est jamais satisfait ni guéri. Parallèlement, cette relation délétère conduit à la perte de confiance en lui. Il se voit comme l'enfant incapable et en l'autre, l'adulte, jamais reconnaissant. Puisque du coup, l'enfant ne pourra jamais sauver le parent, donc malgré les efforts de l'enfant, il n'y a pas de résultat, donc l'enfant va se sentir incapable, surtout quand en plus le parent ne reconnaît pas le rôle important que l'enfant a. Et il y a une perte de confiance en l'autre, puisque en fait, comme le parent est dans le déni et n'arrive pas à se sauver lui-même, en fait, il n'est jamais reconnaissant du rôle de l'enfant, du rôle de l'enfant que le parent lui donne, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une perte de confiance. Un sentiment d'indignité prend alors souvent naissance. Culpabilité excessive, manque de confiance et absence d'estime de soi hypothéqueront lourdement l'accès à l'autonomie du sujet et l'installeront dans des liens toxiques de dépendance affective. De même, des tendances dépressives, voire suicidaires ou des comportements violents peuvent se faire jour, notamment à l'adolescence. Comme Estisseron le souligne, parmi ces fils et filles, certains y laissent leur peau ou leur santé mentale. La relation de parentification en effet rend fou, car elle met l'enfant aux prises avec un double paradoxe. Être nié et à la fois sollicité dans une toute-puissance à s'occuper de son parent et devoir exécuter une mission impossible à remplir. Ces paradoxes atteignent leur paroxysme lorsque l'enfant est soumis à une demande concurrentielle de parentification de chacun de ses deux parents. Il se trouve alors piégé par un conflit de loyauté. Répondre à l'un signifie trahir l'autre. C'est ce qu'Antoine a vécu après le divorce de ses parents. Marquer sa loyauté envers l'un impliquait pour chacun des parents la nécessité de désavouer l'autre. L'enfant est alors pris dans les filets inextricables d'un emboîtement de paradoxalité.
être rien et tout à la fois, réaliser l'impossible, répondre à 2 demandes simultanées et inconciliables. Face à cette situation triplement paradoxale, l'enfant peut basculer dans la psychose ou réagir sur le mode de la violence, retourner contre lui ou exercer sur d'autres. La violence est alors à entendre comme une tentative du jeune de se dégager de la situation d'enfermement et de contrainte inextricable dans laquelle il est pris. Alors, je regarde juste combien de pages il nous reste. Ok, il nous reste 5 pages. Le lien d'emprise. La recherche de prise de contrôle et de pouvoir sur l'enfant par le parent accapareur, dont le lien de parentification est l'expression la plus extrême, révèle l'existence d'une caractéristique constante, l'emprise exercée par le parent sur l'enfant. Par ce fonctionnement, la personne tente de s'approprier l'autre et d'assujettir son altérité. Il s'agit alors de le posséder, de s'en emparer, de le dominer, d'exercer une influence sur lui et tout particulièrement sur sa psyché. Pointe ici la volonté, souvent inconsciente mais impérieuse, d'asservir la singularité de l'autre qui introduit l'écart irréductible entre les êtres, afin d'en prévenir tout échappé. Mue par une pulsion d'emprise incoercible, la personne investit l'autre comme un objet ou comme une partie de soi, pense à sa place, règne sur ses désirs, dicte et interprète ses comportements, introduit la confusion dans l'esprit de son interlocuteur, empiète sur son espace propre et sa sphère d'intimité. Pour parvenir à ces fins, le parent accapareur dispose de diverses stratégies. Parmi celles-ci, nous trouvons en premier lieu le chantage affectif et la culpabilisation, rempart efficace contre les tentatives d'opposition ou de dégagement de l'enfant. Le parent déploie alors l'éventail de ses moyens de pression comme le terrorisme de sa souffrance, son sentiment d'être abandonné ou trahi, ou une attitude de rejet, de détournement et d'ignorance envers l'enfant, le parent boudeur. Ainsi, Marthe avait bien mesuré l'interdit maternel de se tourner vers son père. La force de cet interdit reposait sur le risque de bannissement pour haute trahison. Dans le même ordre, la quête d'indépendance de Camille, Léa ou Antoine était assimilée à un abandon de la mère, douloureuse ou sacrifiée, tout comme contrarier sa mère confrontait l'or à une réponse invariable d'ignorance et de mutisme. Une autre stratégie correspond en ce que Pierrat Aulagnier décrit de parents narcissiques, dépossédant l'enfant de ce qui lui appartient. Il s'accapare ses plaisirs, en s'appropriant par exemple ses réussites, en rendant illégitime l'expression de ses différences, notamment son désir de se séparer et de s'autonomiser. C'est ainsi signifier à l'enfant de demeurer en place de doublure de ses parents et d'avaliser le déni des différences. D'autres moyens au service de l'emprise consistent à assujettir l'enfant en le ligotant psychiquement. Caillot et De Scherff placent à ce propos de stratégies confusionnantes, destinées à embrouiller l'esprit de l'autre. Les procédés sont multiples. Disqualifier ses ressentis ou perceptions, lui adresser ses demandes paradoxales, retourner fallacieusement les responsabilités, inverser le vrai et le faux, associer une chose et son contraire. Par exemple, le mal que je te fais, c'est pour ton bien, etc. L'emprise peut également s'exercer par des manipulations de séduction perverses, liant la valeur de l'enfant à son comportement de soumission et non à ses facultés de réalisation. Tu vaux quelque chose si tu te montres docile, sinon tu ne vaux rien. Par ailleurs, Caillot et Descher relèvent
une autre forme de manipulation qualifiée de stratégie anxiogène, qui se caractérise par la menace, le chantage, l'utilisation du vrai afin d'asservir l'autre. Ces procédés permettent de neutraliser l'enfant et de le mettre sous influence en le livrant à l'angoisse ou à la culpabilité sauvage. La scène de représailles rapportée par Antoine, où sa mère arrête la voiture en plein bois à la tombée de la nuit et lui ordonne de quitter le véhicule, témoigne de façon sidérante et magistrale de ces procédés d'emprise, hautement anxiogènes. Enfin, la disqualification ou le déni de l'imaginaire, en enfermant l'enfant dans un hyperréalisme, marque également une forme d'emprise du parent sur son monde intérieur, créatif et récréatif. L'imaginaire, faculté par laquelle l'enfant peut exprimer sa singularité et pire, s'évader, devient prohibée, interdite. Cette proscription s'apparente à une mise sous séquestre de la pensée de l'enfant afin que celui-ci n'échappe pas à son goélier, donc à son parent. Il en va de même lorsque le parent renvoie à l'enfant que lire est une perte de temps. La lecture, elle aussi, représente un excellent moyen d'évasion. Les stratégies manipulatoires et perverses de l'emprise sont multiples et dressent un portrait horrifiant de ceux qui en usent et en abusent. Derrière cette figure de parent terrible se cachent aussi des hommes et des femmes aux prises avec de puissantes angoisses d'effondrement contre lesquelles l'emprise représente inconsciemment un moyen de se cramponner et de garder prise. C'est notamment par ce même processus de l'emprise, rattaché à la pulsion d'agrippement, que le bébé peut se connecter et s'accrocher au réel. Maurice Berger souligne à cet égard la nécessité d'un minimum d'emprise du bébé, qu'il compare à une sorte de main psychique, pour se saisir des expériences faites sur son environnement. Bien souvent, les personnes qui exercent une emprise sur leur entourage n'ont pu elles-mêmes suffisamment l'expérimenter durant leur prime enfance et ont aussi été sous le joug d'une emprise destructrice et mortifère. De victimes, elles sont devenues actrices de l'emprise, tout en demeurant sous l'emprise de leurs propres pulsions. La boucle est bouclée, car c'est bien d'un enfermement et d'une aliénation qu'il s'agit. Alors, avant de terminer la dernière partie, donc il reste 2 pages, je vous remonte le livre. Donc, les dépendances affectives, aimer être soi-même. Vous avez le livre en lien dans ma bio, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez écouter les lectures qu'on a fait avant sur ce livre, vous pouvez aller voir. Donc, ma chaîne, c'est Madame-Succès. Voilà, vous avez tous les liens dans ma bio, si vous voulez aller voir. Donc je termine du coup, donc on va terminer, il reste 2 pages et on a fini la lecture pour ce soir. Voilà, donc ça parle des dépendances affectives. Je pourrais en reparler après la lecture. Des attentes naturelles. La toxicité de la relation d'emprise à l'enfant est incontestable. Elle altère lourdement sa liberté et son droit à l'autonomie et à son individuation. Placé sous le joug de l'assujettissement, il lui sera très difficile, y compris à l'âge adulte, de vivre ses relations aux autres dans un sentiment minimum de sécurité et de liberté. L'expérience nocive de l'emprise produit une véritable horreur du lien de dépendance affective, ou parfois et aussi un fonctionnement de collage, de cramponnement à l'autre. L'accaparement, parentification et emprise, offre l'image d'un enchevêtrement de fils serrés et entrecroisés d'une même trame, de fils serrés, et entrecroisés d'une même trame. Celle de la démesure de parents
dans leur recherche de toute puissance et dans leur attente d'être contenus, comblés et guéris. Beaucoup de parents voient secrètement en leur enfant l'espoir de réparer d'anciennes blessures et de réaliser à travers eux des vœux restés inachevés. Ces attentes sont, sommes-nous, toutes naturelles, mais elles doivent rester mesurées et suffisamment ancrées dans la réalité pour permettre à l'enfant d'y prendre appui. Son sentiment d'appartenance au sien pourra y puiser son eau vive, de même que ses sentiments d'estime de soi et de solidarité partagée. Dans ce sens, certaines situations particulières, en raison de circonstances familiales ou sociales, contraignent l'enfant à donner plus que de mesures et peuvent s'apparenter à des situations de parentification. Toutefois, lorsque le don de l'enfant, légitimé par les circonstances, est reconnu, valorisé et non exploité, il prendra valeur de vérité et donnera sens au sentiment de responsabilité, d'entraide, de confiance et d'équité entre ce qui est donné et reçu de part et d'autre. Expérimenter ce partage, à son tour, donnera corps et sens à la réalité du lien d'interdépendance familiale et par-delà humaine. Ce constat montre que sollicitation et attente ne nuisent pas au bon développement de nos enfants, bien au contraire. C'est notre non-reconnaissance et l'inéquité de nos comportements qui s'avèrent préjudiciables. L'aveuglement et la surdité en constituent le degré le plus élevé et le plus néfaste. Afin de simplifier la tâche de nos enfants, il importe donc de porter un regard juste sur notre façon de nous positionner dans nos attentes et réponses envers eux. Il nous appartient aussi, comme le rappelle Cicéron, de faire le deuil de la perfection pour nous-mêmes, nos parents, nos enfants, et de renoncer à soigner les failles incomblables de nos propres parents pour ne pas enchaîner nos enfants à la nécessité de nous guérir nous-mêmes. Les diverses situations d'accaparement manifestent dans leur ensemble la présence d'un trop d'attentes, trop de demandes, mais révèlent en leur envers l'existence d'un pas assez. Apparaît en effet, sous les voiles trompeurs d'une surprotection ou d'une sollicitation excessive, l'insuffisance d'attention réelle et de présence vraie du parent à l'enfant. Cette forme d'absence dévoile alors un autre pan dans lequel les dépendances affectives peuvent prendre racine, celui du manque ou du vide d'amour. D'un trop d'investissement, nous franchissons ici le seuil d'un pas assez. Différents visages dépeignent cet autre versant que je propose d'aborder sous l'angle du désamour. Et ce sera donc le prochain chapitre qu'on lira lors du prochain live qui sera sûrement demain. Normalement demain on commencera le chapitre 5. Voilà, donc je serai en live demain soir. Voilà, je serai là demain soir pour qu'on lise le début du chapitre 5. On va lire la moitié, je pense. Voilà, ouais, on lira la moitié, je pense. Voilà, donc le livre, c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc, comment les dépendances affectives se manifestent, quels sont nos comportements lorsqu'on est en état de dépendance affective, d'où elles viennent, on le voit aujourd'hui avec l'accaparement du parent, et comment s'en libérer, comment en guérir, comment trouver ses propres ressources. C'est ce qu'on découvre dans le livre de Véronique Berger, voilà, les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Voilà. Donc tous ces mécanismes qu'on peut avoir, comment les reconnaître, d'où ça vient, comment s'en libérer. Hop, je vous remonte peut-être le sommaire aussi, je vais regarder vos commentaires. Donc là, sur la première partie, dans tout ce qu'on a lu, et vous avez les replays sur ma chaîne YouTube,
Donc vous avez le chapitre 1, tout dépend de toi. Donc là, c'est les visages des dépendances affectives. Donc c'est-à-dire comment ça se manifeste chez nous quand on est en état de dépendance affective. Alors, il y a plusieurs degrés, mais du coup, ça se manifeste sous différentes formes. Donc on les a lus. Donc tout dépend de toi, donc le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, l'angoisse de la perte, le fait d'être accro à l'autre, le fait d'être dans un sentiment d'abandon, de se sentir seul quand l'autre n'est pas là. Donc ça, pardon, ça en général c'est ce qu'on voit quand on se dit en dépendance affective, mais il y a d'autres visages. Il y a aussi le fait de vouloir fusionner à l'autre, c'est-à-dire de ne plus exister en tant que personne à part entière dans la relation, mais de vouloir faire qu'un avec l'autre. L'idéalisation... Je vais aller chercher à boire parce qu'il y a l'idéalisation. Donc l'idéalisation, quand on idéalise l'autre, quand on ne voit pas ses défauts, etc. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité. La haine, donc je te hais mon amour, c'est-à-dire avoir une haine envers l'autre, ne pas le reconnaître et ne pas finalement lui trouver énormément de défauts. Donc on ne croit pas qu'il est possible en fait de pouvoir aimer l'autre pour ce qu'il est, mais on reste avec. L'évitement du rapprochement et l'angoisse de la séparation. Donc là, c'est on reste ensemble parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, mais pourtant, on vit dans une relation qui est impossible, qui est angoissante, où vraiment le quotidien est extrêmement compliqué, pourtant on ne se sépare pas. Donc ça, on le voit aussi. On a vu aussi donc le chapitre 3, et là, c'est vrai que en fait, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire que, en fait, ça se traduit surtout par une peur d'être dépendant, par une peur de l'amour, des relations. Donc on a l'isolement et la coupure, c'est quand on est hyper indépendant, quand on a besoin de personne, quand on se dit que on préfère être isolé, ne pas être en relation, couper une relation dès que ça devient engageant, dès qu'il faut se donner à l'autre et qu'il faut accepter que l'autre se donne à nous aussi. On a l'indifférence et ses feintes. Donc là, c'est quand on refuse d'être connecté à ses émotions, aux émotions de l'autre, quand rien ne nous touche, quand on fait le choix d'être... en fait, il y a un vide à l'intérieur puisque en fait, on n'est pas connecté à ses émotions. On a peur de ressentir. Il y a notamment la peur de l'énervement, parce qu'on associe le fait d'être énervé, de ressentir des besoins qui se traduisent par l'énervement, on va l'associer à la violence, parce qu'on en a vécu avec nos parents. Ou un trop plein d'amour, on l'a vu par exemple avec l'accaparement, donc on se refuse de ressentir des choses parce que quand on était enfant, on ne nous a pas appris à ressentir. Donc il y a un vrai vide qui se crée en nous. Il y a aussi Don Juan, je les aime toutes. Donc là, c'est quand en fait, le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la séduction. Mais dès le moment où il y a séduction, il y a attachement, il y a fuite. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on enchaîne les relations. Et voilà. Et donc, se protéger du lien de dépendance. Donc ça, c'est la fin. Donc après, il y a la conclusion. Et là, vous avez vu, ce soir, on a terminé le chapitre 4 sur l'accaparement de la mère, du père. On a vu le parent fragile, donc je reviens pas dessus parce qu'on a tout lu ce soir, et la parentification, donc on l'a vu. Et là, donc demain, on va commencer, on va lire la moitié du chapitre 5, donc sur le désamour. Donc quand le parent disparaît, donc je pense que là, ça sera vraiment physiquement quand le parent n'est plus là. Quand le parent devient psychiquement absent, c'est-à-dire qu'il est présent, mais il est absent dans son rôle parental, et violence et abus. Voilà, donc on va lire une partie demain. Et voilà. Puis après, il y a le chapitre 6 sur les héritages familiaux, donc généalogiques, les transmissions des grands-parents, arrière-grands-parents, etc. C'est un peu les grandes idées qu'on va reproduire
les peurs, etc. Donc tout ce qui est vraiment... à chaque fois j'oublie le mot, mais voilà, c'est tout ce qui est lié au traumatisme voilà, intergénérationnel. La famille et le sacrifice. Donc il faut se sacrifier hein, pour sa famille, voilà, cultiver ces choses-là. Donc tout ça, on le lira. Et on va quand même finir par du positif. C'est la troisième partie, donc c'est quand le jeu persiste, de l'obstination à la persévérance. Donc c'est quand le jeu c'est quand on est quand même là, on existe pour ce qu'on est, et donc on va le découvrir dans la troisième partie. Donc les bénéfices inconscients de la dépendance affective, l'obstination et ses effets pernicieux, le chapitre 8, donc l'étrange, la découverte de la terre nouvelle est étrangement familière, puisqu'en fait c'est une reconnexion à nous-mêmes, je pense qu'on va le voir comme ça. Donc le chemin de l'analyse, le changement, aller vers l'inconnu, vers la reconnexion à soi, la reconnexion à ses besoins, à ses émotions, le langage du corps, le langage des rêves, et vers une liberté vraie, donc comment accéder à soi, s'ouvrir à son inventivité, à sa créativité, donc se reconnecter aussi à son enfant intérieur, puisqu'on l'a vu là, l'enfant intérieur, en fait, c'est nous enfants, et c'est tout ce qui n'a pas pu être développé dans l'enfance, et c'est les carences en tant qu'adulte qu'il faut venir combler, guérir pour soi-même, pour son propre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, il faut être créatif. Soyez à l'écoute de vos petits besoins, de cette petite lumière, il faut la faire vivre, parce qu'en fait, c'est vraiment l'enfant intérieur. C'est tout ce qui n'a pas pu être développé voilà, pendant l'enfance. Parler vrai et être vrai, donc ne pas s'oublier pour les autres, c'est le fait de ne pas cacher ce qu'on veut vraiment, assumer sa vraie personnalité, ses vrais besoins, ne pas avoir peur que l'autre parte ou qu'il y ait des conséquences graves en fait, se réconcilier à soi et s'ouvrir aux autres. Donc là, ce sera la troisième partie qu'on lira. Voilà. Mais là, pour l'instant, voilà, on est forcément dans la connaissance, la compréhension de ce qui se passe. Donc là, on est dans les héritages familiaux, quoi, la part des autres. Voilà, donc on lira le chapitre 5 demain, enfin on lira la moitié. Voilà, donc le livre, c'est Les dépendances affectives. Il coûte 9,90 €. Vous pouvez le trouver en librairie. Vous avez sur mon profil, dans ma bio, vous avez toutes mes recommandations de livres, donc je vous l'ai mis. Vous allez le voir directement quand vous allez cliquer sur mon lien. C'est un lien Amazon, c'est un lien affilié, donc vous pouvez le commander dessus. Sinon, vous pouvez le retrouver en librairie. Et vous pouvez aussi écouter les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ma chaîne YouTube, c'est Madame-du-bas Succès. Vous avez tous les replays des lives et donc toutes les lectures qu'on a faites avec les explications au fur et à mesure. Donc, je remonte les commentaires. Hop. Voilà, bienvenue tout le monde. Merci Malek. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là pendant la lecture, d'être là à chaque fois sur les lives. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des questions, si ça vous parle. Voilà, j'imagine que ça doit parler à beaucoup de personnes, forcément. C'est normal. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent le live, à ceux qui sont là habituellement. C'est ça, transgénérationnel. Exactement. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout l'héritage transgénérationnel qu'on va voir par la suite, quoi. Tout ce qu'on porte comme fardeau de nos parents, de nos grands-parents, puisqu'en fait, c'est des carences. En tant qu'enfant, on va grandir avec cette carence que nos parents nous ont, ont généré, en fait, inconsciemment ou pas. Et on va grandir en tant qu'adulte. Et en tant qu'adulte, avec ces carences, on va avoir des besoins, donc on va les reproduire auprès de nos enfants. Et donc, c'est un enchaînement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut
se questionner sur nous en tant qu'adultes, sur ce qui a été, enfin, quel type d'enfance on a vécu, quels sont nos besoins et qu'on y réponde de nous-mêmes. Parce que les autres ne pourront jamais répondre à nos propres besoins. C'est pour ça on peut avoir des attentes démesurées envers nos partenaires, envers nos enfants. C'est pour ça qu'on attend toujours des autres d'être sauvés. On ne comprend pas pourquoi les autres ne répondent pas à certains de nos besoins. C'est parce qu'en fait, si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est parce qu'en fait, ce vide, il faut vraiment le guérir par nos propres actions. Il faut se donner de l'amour, il faut se rendre vivant, il faut s'autoriser à être soi-même, à se reconnaître dans ce que l'on est. Parce qu'en fait, ce qui vient de l'extérieur, ça ne peut pas remplir l'intérieur qui est en nous. Vous voyez, c'est... Bon, pour le dire simplement, quoi. Hein, mais en fait, c'est pour ça que... donc, il peut y avoir, du coup, ces réactions de la part des parents envers les enfants, quoi. Hop, je redescends les commentaires. Hop. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc bienvenue tout le monde. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez lire la suite. Vous pouvez aller sur mon profil et en haut, je crois que c'est à droite ou à gauche quoi. Il y a la cloche, donc vous pouvez activer les notifications parce que je fais pas les lives, je les fais pas toujours à la même heure. Je les fais toujours le soir, mais parfois c'est 20h, 21h, ça dépend de mes dispos. Donc voilà, si vous ne voulez pas louper le live, vous pouvez activer la cloche. Sinon, vous avez les replays, comme je vous dis, hein, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Hop, je redescends. Alors, y a-t-il d'autres collections de ce genre de livres? Alors, il faudrait que je regarde. J'ai pas... Alors là, c'est Erol Poche. Voilà, c'est l'éditeur, mais j'ai pas regardé. Il faudrait que je vois. Peut-être qu'à la fin, on va avoir des infos. Parfois, à la fin, il nous... Donc là, c'est toutes les références. Non, mais je vous en donnerai d'autres. Vous avez aussi, donc, parmi les livres... alors, là, il y a beaucoup de livres qu'on a lus, parce que moi, je fais que de la lecture de développement personnel. On va en lire un aussi, enfin, normalement, parce que, pour tout vous dire... TikTok bloque les lives parfois, donc je sais pas si je pourrais continuer les lectures, pour vous dire honnêtement. On en a lu déjà beaucoup qui sont ici, mais je sais pas si on pourra continuer. En tout cas, si c'est possible, on verra. Il y a aussi les profils émotionnels, apprendre à les connaître et mieux vivre avec. Donc il est un peu différent, mais je pense que, en tout cas, il y aura des similitudes. Il y aura forcément, je pense, des points communs. Après, je pourrais essayer de vous trouver des livres un peu similaires si vous voulez continuer ce type de lecture. Parce que là, on est sur c'est français en fait, donc c'est pour ça aussi que ça nous parle, parce que dans la culture, dans la manière d'écrire, etc., voilà, on est dans cette culture-là. On peut voir que sur des livres qui sont écrits par des Américains et tout ça, il y a quand même quelques différences. Mais après, ça peut être tout aussi intéressant, évidemment. Donc voilà, Véronique Berger, donc psychanalyste, formée à la psychopathologie clinique, d'orientation psychanalytique et à la psychanalyse groupale. Donc voilà. Mais je regarderai, ouais. Je regarderai s'il y en a. Je vous dirai ça demain. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou quoi, on va clôturer le live. Comme je vous ai dit hier, s'il y a des choses qui viennent, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à poser les choses parce que ça peut vous remuer. Ça peut aussi vous faire prendre conscience d'un certain mal-être chez vous, alors soit en tant qu'enfant ou parent, voilà, pour ceux qui sont parents. Ça peut vous faire prendre conscience de certains comportements, de certaines choses à comprendre aussi.
Il y a beaucoup d'inconscient chez tout le monde, donc il faut pas se jeter la pierre non plus. L'idée, c'est pas d'être, de s'en vouloir ou de se dire, ou d'en vouloir à ses parents, même si c'est normal. Il y a toujours cette phase où on en veut de ce que les parents ont pu nous faire vivre. Puisqu'il y a une part de conscient, mais il y a aussi une part d'inconscient et on reproduit ce qu'on a connu. Et donc l'idée, en tout cas pour soi, c'est de comprendre ce qui se passe, comprendre les comportements, ce qui déclenche tout ça, et d'essayer d'aller guérir et de s'apporter de l'amour et de la guérison et de répondre à nos besoins. Et si on ressent aussi qu'on a pu avoir ces comportements envers d'autres personnes, ben c'est aussi, on le voit, d'aller reconnaître ce qui a été fait, d'aller s'excuser et de reconnaître l'autre pour ce qu'il est. Et ça, c'est vraiment le début de la guérison, en tout cas pour les enfants, s'il y a des parents qui se sont reconnus dans certains comportements. C'est vraiment, pour l'enfant, les premiers pas de guérison, c'est le fait que le parent reconnaisse les comportements et s'excuse et reconnaisse l'enfant pour ce qu'il est. Et essayer ensemble d'aller vers du mieux. Voilà, en tout cas, c'est un premier pas, quoi. Donc n'hésitez pas à écrire si ça vous a parlé, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réfléchir, voilà. Ou en discuter avec votre conjoint, votre conjointe, voilà. Ouais, le deuxième livre, c'est celui-là. Donc vous les avez tous sur mes liens en bio, vous pouvez aller voir les résumés, les commentaires, vous avez tout dessus. Donc on va clôturer de rien. Donc on va clôturer la lecture, enfin le live. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présente et présent. J'espère que en tout cas ça vous a plu, ça a pu vous servir. On était super nombreux ce soir, donc c'est trop bien. Parce que bah écoutez, l'idée c'est, moi je fais ces lives pour vous partager des choses, pour qu'on apprenne ensemble sur nous, pour il y a des personnes qui sont pas forcément habituées à lire des livres comme ça, etc. Donc l'idée c'est de diffuser un peu des idées et de voir après. Alors c'est pas de faire de la propagande ou quoi, hein. Moi évidemment chacun pense ce qu'il veut évidemment, et ça parle à des personnes parfois non. Mais voilà, c'est d'en discuter, et donc bah écoutez, c'est bien si ça vous si ça vous a intéressé, c'est chouette, c'est l'objectif. Voilà, merci beaucoup, très bonne soirée Sabibi. Voilà, merci Aura Farah. Coucou. Bon, pardon, je suis fatiguée. Voilà, de rien Shaima, avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça permet de soutenir les lectures, soutenir mon compte, et surtout vous pouvez aller voir les replays si ça vous intéresse. Et comme je vous ai dit, il y a aussi des vidéos de méditation si vous avez envie de vous y mettre, ou si vous avez l'habitude de faire des méditations guidées. Bah voilà, j'ai commencé à mettre, vous avez 2 vidéos où en fait je fais moi-même la méditation, il faut suivre la vidéo en méditation. Donc je vais en faire d'autres. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, donc je vais couper le live. Bonne nuit Habib, bonne nuit tout le monde, très bonne soirée, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain pour tous ceux qui seront présents. J'essaierai de faire le live vers 20h30. Normalement, ça sera possible. Vers 20h, peut-être même un peu avant. Sûrement même vers 20h, je pense. Voilà. Donc, on lira une partie du chapitre 5. Donc, très très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent. Et je vous dis à demain. Et merci pour les likes aussi. On est à 9K. Demain, on sera à 10K. Voilà, ça permet de soutenir le live. Donc, merci beaucoup. J'éteins le live. Bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous.